Bon, je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai fait ma pile à lire, j'ai absolument vidé ma bibliothèque. Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ma pile à lire du Tarot Books Challenge 2024. Alors je sais pas très bien comment il a été reçu parce qu'à vrai dire je tourne cette vidéo juste après, ou quelques heures après en fait, avoir posté la vidéo de présentation, donc j'ai pas encore pu lire vos commentaires, mais j'espère en tout cas que ça vous plaît. Du coup, comme vous avez vu, il y a quelques petites spécificités cette année pour le Tarot Books Challenge. Vous avez plusieurs manières de le valider. Et si vous savez pas du tout de quoi je parle, je vous invite quand même à aller regarder la vidéo de présentation pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Du coup, j'ai décidé personnellement de partir sur le tirage à 5 cartes pour les 2 mois qui viennent. Donc en gros, ça me fera 9 livres à lire au total. Au début, je me disais que ça allait être large, mais étant donné que j'ai retrouvé une situation professionnelle, je me dis que ça sera peut-être pas large du tout. Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, j'ai fait une pile à lire pour les 12 cartes en tout cas, comme ça me permettra de piocher un petit peu en fonction de mon humeur de lecture. Bien sûr, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous remercie d'ores et déjà de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça permet grandement de me soutenir, alors merci à vous. Vous pouvez aussi également liker cette vidéo par avance et me laisser un petit commentaire, dites-moi si vous avez déjà fait votre pile à lire, si vous avez un petit peu galéré, je sais pas. Dites-moi la carte aussi qui vous inspire le plus, bref, je suis hyper impatiente de vous lire. Bon, étant donné la montagne de livres qu'il y a derrière moi et cette magnifique petite chose qui est en train de faire dodo, je ne vais pas m'attarder sur cette introduction et je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation de ma pile à lire, ou qui devient plutôt ma pioche à lire, ou je sais pas trop ce que c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres. Ça va, j'exagère quand même un petit peu, j'ai dû mettre 2 titres à la rigueur par carte, donc bon. La première carte du challenge, il s'agit du magicien avec comme mot-clé expérience, voyage, exploration, quête et découverte. Pour ma part, j'ai misé sur les mots-clés quête, découverte, voyage, aveu, et j'ai décidé de mettre le premier tome de Tiziri d'Alexiane Delis qui est publié chez les éditions Plume Blanche. De par les retours que j'ai pu avoir, on m'a dit qu'il y avait des vibes un petit peu de Avatar et pour beaucoup c'est un gros coup de cœur. Il y a une notion aussi écologique assez présente. Dans cette histoire, nous sommes avec les échéomères qui sont le plus grand cataclysme de l'histoire et pour cause, ils ont changé toute la faune et la flore qui répondent maintenant à ces envahisseurs. Le peu d'humains qui restent ont décidé de trouver refuge dans un espèce de dôme protecteur, voilà, pour essayer de survivre un petit peu à tout ce qui se passe à l'extérieur et ils ne sortent jamais. À l'exception de Tiziri qui était aussi connue sous le surnom de Blanche puisqu'elle est atteinte de albinisme. C'est la meilleure faucheuse et son rôle c'est de sortir justement du dôme pour aller à la chasse et nourrir les siens. Et un jour elle va s'aventurer beaucoup plus loin de ce qui n'est permis et elle va découvrir qu'on a peut-être menti sur toute l'histoire. Bref, une grande révélation aussi, j'aurais pu le mettre dans une autre carte, mais je pense que le côté exploration découverte ça va mieux pour celui-ci. J'ai positionné aussi un autre livre ici et c'est celle d'une autrice que j'aime beaucoup puisqu'elle m'a redonné le goût à la lecture et c'est un peu de là que part ma chaîne finalement. Il s'agit de Shea Ancho avec Wilderness of Stars, donc c'est le voyage de la dernière astronome, donc il y a voyage dans le titre, je me suis dit que ça passe. On y suit Vega qui passe son temps à observer les étoiles, à faire des calculs, etc. C'est une astronome, je pense, étant donné le titre. Et un soir, 2 nouvelles étoiles font leur apparition dans le ciel et c'est là le signe qu'elle attendait depuis très longtemps, le moment pour elle de partir et d'aller à la rencontre de ses habitants pour chercher justement l'architecte, celui avec lequel elle constitue le seul espoir du monde. Je pense que c'est pas forcément une humaine lambda, je sais pas, je vois un petit côté fantastique à tout ceci. On nous dit aussi que c'est un monde dangereux qui s'enrage et se meurt à petit feu, donc Vega n'a pas le droit à l'erreur. Je trouve que dans la plume de chez Ancho, il y a toujours quelque chose d'assez poétique, c'est très young adulte, parfois prévisible aussi. Il y a des livres que j'ai beaucoup plus appréciés que d'autres, mais pour le coup, je trouve à chaque fois sa plume très envoûtante et j'aime particulièrement, donc j'ai très hâte de lire ce roman-là. Je l'ai depuis sa sortie l'année dernière, j'avais dit que je le faisais pas tarder et finalement, bah, vous savez ce que c'est, je l'ai toujours pas lu. On passe maintenant à la carte de l'impératrice avec comme mot-clé femme puissante, indépendante, rénome et livre d'une autrice. Donc là, c'est une autrice, je trouve que les femmes sont toutes les deux puissantes. Indépendante, je dirais oui pour l'une, l'autre je sais pas trop. Le rénome, on n'y est pas du tout, mais bon bref, je commence avec la suite de saga puisque j'ai mis du coup le tome 2 de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Donc ici c'est le pacte de sang. J'ai beaucoup aimé le premier tome justement de Rebecca Keane que j'avais dévoré en une journée, je crois, en lecture audio. Ça a été un petit coup de cœur quand même le premier tome, donc j'ai vraiment envie de poursuivre avec la suite, d'autant plus que c'est une saga que j'ai presque dans son intégralité. J'ai jusqu'au tome 5 dans ma pile à lire, je les avais eu à un bon prix sur Vinted donc j'en ai profité. On va y suivre du coup Rebecca Keane qui est une puissante sorcière guerrière, une sorcière de sang, je sais plus comment on l'appelle, mais en tout cas elle est extrêmement puissante et elle va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, qui va devenir une sorte de policière qui va enquêter sur certaines choses, voilà. C'est de la bit lit qui est assez intéressante, moi j'ai beaucoup aimé, j'en lis pas beaucoup, mais j'ai bien accroché avec cet univers-là, donc j'ai très hâte quand même de poursuivre avec le tome 2. Et mine de rien, ça colle parfaitement avec Femme Puissante parce que Rebecca Keane est vraiment une sorcière badass, est vraiment une sorcière qui défonce tout sur son passage, elle
a vraiment un pouvoir particulier. J'ai beaucoup dit vraiment dans cette phrase, mais je pense que ça colle parfaitement du coup avec la carte. Et le deuxième livre que j'ai positionné, disons que c'est un livre qui traîne depuis un moment dans ma pile à lire et je dois absolument lire cette saga pour en lire une autre. Enfin voilà, vous savez un petit peu comment ça se passe, les multiverses ou les crossovers, ou je sais plus comment ça s'appelle ces choses. Bref, j'ai mis le premier tome de Keleana de Sarah J. Maas, donc l'assassineuse. Pourquoi je me suis dit que c'était une femme puissante? Tout simplement parce qu'on nous dit que Keleana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlan. Donc Adarlan, oui c'est ça. En tout cas, je me dis si c'est la plus célèbre assassineuse, c'est qu'à mon avis elle est puissante. À moins que ça soit justement un gros boulet qui lui a valu d'aller tout droit en prison, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien envie de le découvrir. Beaucoup en parlent de Keleana au même titre que Akotar et Crescent City. Enfin, vous savez, tous les livres de Sarah J. Maas font beaucoup parler. Donc j'ai bien envie d'en même de poursuivre et j'espère que je pourrai me mettre une fois de plus sur une nouvelle saga parce que bien sûr je commence beaucoup de sagas moi. Pour la prochaine carte, j'ai positionné un titre mais je vais recevoir normalement un service de presse de la part de Scrineo dans pas très longtemps, donc je pense que je pourrais à la rigueur le switcher avec celui-ci. Mais en tout cas, on est avec la carte du coup de la justice avec quête de vérité, justice, vengeance ou enquête. J'ai donc mis l'accent sur enquête et quête de vérité parce que je trouve que ça correspond assez bien au disparu du pays imaginaire de Hayden Thomas qui est publié ici chez De Saxus. Non, en fait c'est chez Sabran, donc la petite sœur, mais c'est le même groupe, c'est pareil. Et ici on est avec une réécriture de Peter Pan où on va suivre Wendy qui a été portée disparue avec ses deux petits frères il y a 5 ans et elle est retrouvée seule, sans ses frères, en plein cœur de la forêt, au bout de 6 mois seulement. Et quelques années plus tard, de nouveau les enfants disparaissent et forcément tous les regards se portent sur Wendy en disant est-ce qu'il y aurait un petit rapport? Mais là où tout le monde va se questionner, c'est quand justement Wendy, en rentrant de je ne sais où, en voiture, elle va trouver allongé sur la route un homme et en fait il va lui dire qu'il s'appelle Peter et qu'il la connaît. D'où est-ce qu'il la connaît? On ne sait pas, mais ça pourrait être la clé autour du mystère de la disparition des enfants, donc à voir. Je sais que tous les avis ne sont pas très positifs là-dessus, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'avais craqué sur le magnifique objet livre, voilà, je l'ai toujours pas lu, ça m'énerve d'acheter du bouquin, de dépenser mon argent et de pas les lire, bref. C'est un autre sujet. Lorsque des enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. En vrai, ça a l'air sympa, il est pas non plus très gros. Voilà, il fait même pas 400 pages, on est à 378 pages, donc quand même je pourrais essayer de le dégommer. Moi j'aime bien aussi le thriller de temps en temps, donc je pense que ça pourrait me plaire à mélanger avec un petit peu de fantasy. Why not? On passe maintenant à l'arcane de la mort avec comme mot-clé deuil, mort et finir une saga. Pour un titre, j'ai misé sur finir une saga et pour l'autre, j'ai misé sur la mort complètement. Et si avec l'un, je termine une saga, l'autre, j'en commence. Donc le premier titre, ça va, si je le commence, ça serait une duologie, donc ça va pas m'emmener très loin non plus. Il s'agit d'un Vizy Schwab. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de Vizy Schwab. Je dis ça, mais en fait, je suis en train d'écouter en lecture audio Shades of Light, donc bon. Ça me permettrait de commencer un nouvel univers de Vizy Schwab. Donc là, j'ai mis Vicious, pour le coup, le premier tome de cette duologie, et on est avec des expériences de mort imminente. Le combat du mal contre le mal absolu. Autrefois, Ellie et Victor étaient les meilleurs amis du monde, mais cette époque est bien finie. Elle est même morte et enterrée. Déjà, ça te pose un petit peu l'ambiance. Dans cette histoire, on y suit Ellie et Victor qui sont diamétralement opposés l'un à l'autre, tant physiquement qu'au niveau du caractère. Ils partagent la même chambre à l'université et ils sont, de ce que je comprends pour le moment, amis. Et un jour, Ellie va faire la découverte du siècle, le fait que des pouvoirs surhumains peuvent se développer chez les gens suite à des expériences de mort imminente. Donc là on va commencer à rentrer dans la volonté d'avoir de plus en plus de pouvoir et de risquer de plus en plus sa vie. Et je n'ai pas envie de lire la suite parce que je sais que Lumen est assez spoilant au niveau de leur résumé, donc je vais me calmer, surtout que je pense que je me suis spoilé un petit truc. Mais en tout cas il est pas non plus très gros, si quand même on arrive à 500 pages. Mais c'est écrit gros les Lumen, je trouve que ça se lit vite. Par contre un livre qui est conséquent et qui n'est pas écrit très gros, j'ai envie de dire, et qui fait du coup presque 700 pages, on est à plus de 650. Je termine une saga qui me tient à cœur et que j'aimerais terminer depuis un très long moment, mais vous savez quand vous êtes à fond dans une saga, vous avez pas envie de quitter les personnages, vous avez pas envie de leur dire au revoir et surtout vous savez pas l'auteur ce qui vous réserve, si vous allez mal finir vous-même avec votre petit cœur brisé ou pas. Bref, tout ça pour dire que je compte lire Gods of Men de Barbara Kloss, du coup publié chez Rivka. J'ai cru comprendre à un moment donné sur l'Instagram de la maison d'édition qu'il serait possible qu'elle arrive en France cet été. Possiblement, j'aimerais trop la voir. Vous savez que God of Men, j'aime énormément cette saga. On est avec de la fantasy orientale qui s'oriente avec de la magie autour de la musique. Je trouve ça hyper passionnant et on est sur un Enemies to Lovers, le premier tome. J'adore. J'ai lu 2 fois le premier tome, j'ai enchaîné avec le tome 2 lors d'une lecture commune, il me semble. Et là, le tome 3, j'aimerais beaucoup.
Je peux pas vous dire grand chose sur ce tome 3, mais en tout cas si vous aimez bien les histoires assez complexes, je trouve qu'on est presque sur de la fantasy adulte. C'est très développé, très riche en termes d'univers et franchement foncez si vous n'avez pas encore découvert Gods of Men. Pour l'arcane du diable, j'ai également mis 2 titres ici. Donc les mots-clés c'était trahison, mensonge, illusion, manipulation et tentation. Le premier, j'ai misé sur le mot-clé illusion. Je trouvais que ça correspond bien à cette réécriture du conte des frères Grimm, le bal des 12 princesses. Je ne connaissais pas ce conte et puis croyez-moi, une fois que j'aurai lu ce roman, à mon avis j'aurai envie de lire le conte. J'ai mis du coup La malédiction de Hightmore de Irina Craig qui est publiée chez Casterman. Je crois que c'est Reads of Melissa qui en avait eu un gros coup de cœur et depuis j'ai envie de le lire. C'est d'ailleurs elle qui me l'a fait acheter, enfin je veux dire c'est grâce à elle que j'ai acheté le livre du coup et je l'ai toujours pas lu depuis. Parce qu'il faut savoir que Melissa c'est le compte Instagram que je suis depuis le début de mes réseaux. Très longtemps que je la suis, donc très longtemps aussi qu'il est dans ma pile à lire. C'est une de mes reliques de Pâle et j'espère vraiment pouvoir le lire cette année. Donc comme je vous le dis, on est sur une réécriture de contes. Au manoir de Hightmore, isolé au milieu d'un vaste océan, le duc Thomas a déjà perdu 4 de ses filles dans de dramatiques circonstances. Noyade, chute, maladie. L'une d'elles, Anna, refuse de croire à la folle rumeur selon laquelle elle serait toute maudite. En enquêtant sur le tragique accident de sa sœur Eulalie, Anna découvre un passage caché dans la falaise. Une porte mystérieuse ouvre sur un royaume qui fait oublier tous leurs soucis aux jeunes duchesses. Noyée dans la joie et les fêtes, elle danse jusqu'à l'aube comme envoûtée. Seule Anna réussit à s'arracher de ses balles hypnotiques, déterminée à comprendre la puissance de la malédiction de Hightmore au risque que ses sœurs y perdent la vie. C'est quand même énigmatique et donc ouais, je misais sur le côté balle hypnotique, c'est un peu des illusions, un petit peu de la manipulation aussi, donc je pense que ça peut rentrer dans cette case. Pour l'autre livre, je l'ai mis dans le côté manipulation, mais je suis en train de me rendre compte que c'est un gros pavé aussi. 500 pages, bon c'est écrit plutôt gros, je me dis que ça peut peut-être le faire encore une fois. Et vous savez que j'aime beaucoup Aurélie Wallenstein, donc j'ai mis Yardan, publié chez Scrineo, que j'ai acheté quand je suis allée la voir au salon de Montreuil, donc il est aussi dédicacé, voilà, je suis trop contente. Et ici, on est dans un récit où la folie est sexuellement transmissible, donc il y a un aspect psychologique qui est très important et que j'aime beaucoup justement dans les dark fantasy de Aurélie Wallenstein. Forcément, beaucoup de personnes sont atteintes, c'est un peu un fléau, une grande épidémie et les gens essayent de s'isoler pour échapper à ça justement. Le virus n'a pas épargné Kazan. À l'image de la ville qui s'enfonce dans le chaos, il sombre lentement. Pour s'en sortir, il sera prêt à toutes les extrémités, y compris à manipuler Félix et Nadja, un couple de médecins étrangers venus s'enfermer volontairement dans la cité pour trouver un remède. Dans son désespoir, il va accomplir le pire. Donc je pense qu'on est bien aussi sur un personnage un peu à l'image du diable et de la carte du diable. Donc je pense que ça va bien me plaire. De toute façon, je suis jamais déçue avec les romans de Aurélie Wallenstein, surtout quand c'est des dark fantasy, donc j'ai très hâte. J'aime bien parce qu'en fait, je me regarde dans le retour écran et en fait, au début, je suis plutôt assez droite et puis au fur et à mesure que je parle, je me ratatine. Bref, passons, c'est pas le sujet. La carte de la tour avec destruction, violence, colère et combat, là aussi, j'ai mis 2 titres. Le premier, je vais vous en montrer 2 parce qu'en fait, je suis partenaire avec la maison d'édition et j'ai pu recevoir le brochet et le relier, donc comme je vous l'ai pas encore montré en pourquoi, je vais vous montrer maintenant. J'ai misé sur le côté destruction et combat avec The Curse of Saint de Kate Dramis, donc publié chez les éditions Calix. Je tiens avec moi la version brochée ici et la version reliée. Alors je vais déjà vous montrer un petit peu les bouquins pour vous montrer, donc ça c'est la version brochée que franchement je préfère à la version reliée. Alors même s'il y a un beau jaspage, que personnellement je ne comprends pas trop parce que en vrai j'ai lu déjà le livre il y a quelques mois déjà, presque 1 an, donc je vais le relire encore une fois parce que je m'en souviens plus. Mais vous allez peut-être reconnaître ce dos là qui vous fait penser aux chroniques de Bridgerton parce que justement c'est le groupe J'ai lu qui s'associe avec Pygmalion pour créer le label Calix. Donc personnellement, moi le relier m'a directement fait penser à tout ce qui sort au niveau des chroniques de Bridgerton. Et pourquoi j'ai décidé de le mettre ici, puisque même si je m'en souviens plus très bien, on nous dit a-t-elle été envoyée pour sauver le monde ou le détruire. On est donc avec Aya qui est une espionne qui a voué sa vie entière au royaume pour le sauver. Voilà, elle fait partie d'une garde d'élite je crois. Et elle est très en rivalité avec un autre garde qui est un petit peu son supérieur et qu'elle aime pas beaucoup. On peut pas dire que c'est un ennemi to lovers parce qu'ils sont pas ennemis, ils sont juste rivaux dans la garde. Et je sais plus ce qui va se passer, c'est là la problématique, c'est que je ne sais plus ce qui déclenche le fait qu'ils vont devoir partir dans un voyage, qu'elle va devoir quitter un petit peu tout ça. J'avais beaucoup aimé l'univers, j'avais beaucoup aimé la relation entre les deux personnages, mais je ne me souviens plus du reste, voilà. Ça s'arrête là, mon résumé,
donc il est vraiment important que je le relise. Pour le deuxième livre que je pense lire d'ailleurs à rapport à The Curse of Ten, de toute façon The Curse of Ten c'est un SP donc je vais devoir le lire, mais celui-là il me fait très envie. Par contre il est crypté et il fait plus de 860 pages donc ça va me tenir je pense à un long moment. Il s'agit de Cœur de Dragon de Jen Lyon. Donc le premier tome c'est Le Fléau des Rois qui est publié en poche chez Brajlon. Vous l'avez aussi en grand format mais j'aime pas du tout le livre donc je préfère carrément la version poche. Et je vais vous lire du coup le résumé. Dans une géole isolée, un homme et une démone se racontent une histoire. Celle d'un fils de ménestrel devenu malgré lui l'héritier d'un prince. Celle d'un garçon qui a défié un démon sanguinaire, charmé un dragon par son chant, fait d'un ordre secret d'assassins sa famille et échappé au magicien le plus puissant du monde. Mais se découvrir une destinée extraordinaire n'a pas grand chose à voir avec les chansons et l'idée que le héros gagne toujours à la fin. Peut-être Kirin n'est-il pas ce héros finalement, peut-être n'a-t-il pas pour destin de sauver l'Empire, mais le détruire. Donc pour le coup, destruction, je trouve que là ça en est plutôt pas mal. Alors je sais pas exactement si on va avoir la destruction dès le premier tome, mais c'est un livre qui me fait très envie déjà depuis un moment. On est sur de la fantasy adulte et j'aime bien justement quand on suit un petit peu des antagonistes ou des personnages qui sont pas foncièrement gentils, qui a deux aspects quand même de la chose. On nous dit quand même, on ne peut qu'être impressionné par l'ambition de cette œuvre, un récit haut en couleur où se croisent voleurs, magiciens, rois et assassins, et où l'on prend plaisir à se plonger. On passe maintenant avec l'arcane de l'étoile avec comme mot-clé contemplatif, poésie, cosy, donc mystery ou fantasy, rêve et espoir. Du coup moi je me suis dit je vais positionner plutôt de la cosy fantasy, alors je sais pas si c'est trop de la cosy fantasy, mais en tout cas un cosy mystery pour commencer parce que je sais pas si vous me souvenez d'une vidéo que j'ai tournée en fin d'année sur un update lecture où je disais « Ah, j'ai relu le tome 1 parce que je m'en souvenais plus pour pouvoir enchaîner avec le tome 2 » et puis bien figurez-vous que j'ai toujours pas lu le tome 2 aujourd'hui, donc c'est pour ça que je me suis mis Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluke. C'est les enquêtes d'Anna Swenson, un cosy mystery où on va suivre une pâtissière qui va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. C'est un peu le principe des cosy mystery et elle va mener enquête pour découvrir quel est le meurtrier qui a fait sa victime quoi du coup. Et j'ai beaucoup aimé moi, le premier tome justement, haut en couleur, beaucoup d'humour, des recettes très gourmandes aussi qui font envie. Et le personnage d'Anna Swenson je l'adore parce qu'elle manque de tact, elle fonce dans le truc et elle se rend pas compte finalement de ce qu'elle dit, que ça peut sembler parfois un petit peu indélicat. Bref, j'avais beaucoup aimé le premier tome, je l'avais écouté d'abord en lecture audio et je l'ai refait une relecture en papier et là du coup le deuxième tome, je pense que je le ferai pas tarder. Et le deuxième livre que j'ai positionné ici, c'est d'ailleurs le cadeau d'une abonnée, j'étais trop contente. Il s'agit de Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling qui est publié dans la maison d'édition Good Mood Dealer. Je suis trop contente parce qu'il me faisait extrêmement envie. Là, je sais pas si on peut qualifier ça de cosy fantasy, mais en tout cas c'est de la cosy, ça c'est sûr. Moi je vois une comédie romantique comme ça, sous fond de Ma sorcière bien-aimée un petit peu, enfin vous voyez un petit peu le style, pour moi c'est quelque chose de cosy de toute façon. Si pour moi c'est cosy, ça rentre dans la carte. Il y a 9 ans, notre jeune héroïne qui s'appelle Vivienne Jones a soigné un petit peu son cœur comme dans Bridget Jones d'ailleurs. Il y a 9 ans, Vivienne Jones a soigné son cœur brisé comme n'importe quelle jeune sorcière avec de la vodka, de la musique triste, un bon bain moussant et une malédiction jetée à Rhys, son ex-petit ami et séduisant sorcier gallois. Normalement c'était rien de méchant cette malédiction, mais finalement en fait quand elle va le retrouver un jour, toujours aussi charmeur, son séjour tourne un petit peu au cauchemar en fait et elle se rend compte que sa malédiction n'était peut-être pas si sympathique et simplette que ça quoi. Et on nous dit soudain la ville est attaquée par des jouets mécaniques meurtriers et un fantôme en colère. Vivi et Rhys vont devoir composer avec leur alchimie explosive pour sauver Grace Glen, donc la ville, et briser la malédiction avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'on va être peut-être avec des notions de pardon, une volonté de se rapprocher, peut-être de retrouver un amour perdu, j'en sais rien quoi. Il est pas trop long non plus, mais ça a l'air bien marrant, il me fait extrêmement envie. Je crois que pour tous les titres, je dis qu'ils me font extrêmement envie, mais en même temps, si je les ai positionnés dans cette pile à lire, c'est que j'ai envie de les lire. Maintenant, on va passer à l'arcane de la lune avec les mots-clés désir, sentiment inavouable, secret et protection. Petit aparté, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de jeter mes livres en fait à chaque fois là pour m'en débarrasser, mais un jour je vais cogner le chat. Pour le livre que je vais vous présenter, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il en retourne au terme du mot-clé que j'ai sélectionné. Le mot-clé c'est secret, mais en tout cas dans le résumé on nous dit secret, trahison, séduction, pouvoir. Je me dis du coup il y a secret, ça rentre. Et c'est un livre que d'ailleurs m'a offert lectrice du dimanche Manon, que je remercie grandement, franchement c'est une amie et je suis trop contente, j'ai toujours son petit mot hein. Et je l'ai toujours pas lu en fait. Pourtant c'est écrit déjà avec très peu de marge, mais j'ai vu aussi en le feuilletant tout à l'heure, il y a des illustrations. Attendez, je vais vous montrer. Et c'est quand je cherche que je trouve pas là. Regardez.
Moi, ils sont trop belles. Et il s'avère qu'on va suivre beaucoup de personnages, donc il y aura beaucoup de points de vue. Et donc c'est une fois par décennie, les 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés à concourir pour gagner leur place au sein de la Société des Alexandriens, l'organisation la plus secrète et la plus élitiste au monde. Je pense qu'il y a un côté peut-être magie en tout cas. Enfin je dis magie mais je suis même pas sûre. Bref, dans tous les cas, je pense qu'on va être avec une compétition, des trahisons, quelque chose d'assez young adult. Par contre, j'ai pas vu beaucoup d'avis passer sur ce livre-là. Je sais que le tome 2 et le dernier, il me semble que c'est une duologie, est sorti. Donc écoutez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me tente extrêmement bien. J'ai trop hâte de me mettre dedans. Ça me fait de plus en plus envie. Je suis un côté un petit peu la académie, école, apprentissage, tu vois. Genre, je suis un peu dans ça là, en ce moment. Bah, j'ai bien envie de voir. Le fait qu'il y ait plusieurs personnages principaux, plusieurs points de vue. Quand il y en a 2, ça me gêne pas. Mais quand il y en a plus de 2, des fois, j'ai tendance à me perdre. Donc c'est ça qui me fait un petit peu peur dans celui-ci. On bascule maintenant avec le 3 d'épée où les mots-clés sont amour impossible, séparation forcée et enemies to lovers. Je pense que ce livre-là, je ne suis pas trop sûre de mon coup, mais que c'est un enemies to lovers déjà de 1. Et je me dis qu'au vu du résumé des premiers tomes, on est forcément sur une séparation forcée ou au moins un amour impossible. Je ne sais pas, vous me direz. Si vous l'avez lu, vous allez me dire si ça rentre dans cette case. J'ai mis en tout cas Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber qui est publié chez De Saxus. C'est le spin-off de la trilogie Caraval que j'ai absolument adoré, donc j'ai très hâte de poursuivre avec cette nouvelle histoire qui est dans l'univers du coup de Caraval où on va suivre un personnage secondaire du 2e et du 3e tome que j'ai beaucoup aimé justement, donc je suis trop contente de le retrouver ici et qu'il ait sa propre histoire enfin. Et donc on va y suivre Evangeline Fox qui a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Désillusion complète, je le conçois tout à fait. C'est là où je me dis qu'il y a l'amour impossible et peut-être la séparation forcée si on prend en compte le fait que elle peut pas être avec son compagnon. En fait je sais même pas si à la base c'était son grand amour ou s'ils étaient ensemble, tu vois, ou si c'était juste une amourette de passage. Bref, elle va faire un pacte avec quelqu'un qu'elle ne devrait pas. Donc on va rentrer là dans les fatalités qu'on avait suivies déjà dans la première trilogie de Caraval. J'ai trop hâte. Celui-là, franchement, faut vraiment que je le dégomme parce que c'est celui qui me fait le plus envie. Toutes les histoires sont tissées de vérité et de mensonges. L'important, c'est la façon dont il y croit. Regardez-moi ça! Quand même. C'est un magnifique objet livre, moi j'adore. Hein. Bienvenue dans le Grand Nord magnifique, les contes sont ici. Vous voyez ma tête? Ça c'est la tête de quelqu'un qui a vraiment beaucoup envie de le lire et que à chaque fois je le vois, je me dis mais pourquoi Aurélie tu l'as toujours pas lu? Alors je sais pourquoi je l'ai pas lu parce que je fais passer d'autres choses avant, mais il me fait trop envie. Et vraiment je le vois à chaque fois, tous les avis passés dessus, ils ne sont que élogieux, vraiment des très bonnes critiques. Et c'est même Émilie de la bibliothèque d'Imilia qui a pas arrêté de dire que elle adorait cette trilogie. Je crois que le tome 3 elle l'a un petit peu moins bien aimé. Par rapport aux autres, il est un petit peu en deçà. Mais bon, écoutez, des fois, c'est l'ensemble qu'il faut regarder, vous savez. Pour la carte du 9 de coupe avec célébration, événements et tournois, j'ai mis un livre que je pense d'ailleurs vous proposer en lecture commune. Alors de toute façon, si cette vidéo sort, je l'aurais déjà proposé en lecture commune ou pas, hein, parce que je veux faire aujourd'hui, le jour où je tourne, donc le 24 mars, je veux faire justement les sélections pour les lectures communes du mois d'avril. Bref, tout ça pour dire que allez voir sur mon Discord pour savoir s'il a été proposé, choisi ou pas. Bref, c'est pas ça le plus important. Celui que j'ai mis, c'est donc Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. Je sais pas comment se prononce son nom, donc on va dire que j'ai fait du yaourt et on va ne pas aller plus loin là-dessus. C'est de chez Lost Kingdom, donc des éditions Bookmark. Et là, on est avec justement le Keijari, donc le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même. Et c'est Oraya, la fille adoptive et humaine du roi des vampires, descendant de la nuit, qui va participer justement à ce tournoi. J'en sais pas plus, mais on m'a dit que ça allait vraiment, vraiment me plaire, que c'était sanglant, que c'était très dynamique. Je crois qu'il y a un Enemies to Lovers aussi, un truc comme ça. Quand Hunger Games rencontre le sang et la sang dans un page turner unique, vous y trouverez une héroïne combative, un tournoi mortel, ça c'est pour me plaire, des ennemis forcés à s'allier, des clans de vampires rivaux, beaucoup d'action et une romance slow burn. Ça, la romance slow burn, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais oui, quand je vois déjà que c'est des vampires plutôt horrifiques et pas très sympathiques, ça me plaît. Vous savez que c'est ce que j'apprécie justement dans les romans quand il y a des vampires. En plus, merveilleux ouvrage. Et restez informés parce que je crois que j'ai vu passer un réel de Gladys qui disait que il va être republié. Je sais pas. Restez informés, allez voir un petit peu. Mais si vous voulez, il est très très beau. Moi je suis trop contente. C'est mon chéri qui me l'a offert en plus de ça. On a même des illustrations à l'intérieur.
Je sais pas si là il est différent l'illustration. Parce que j'avais hésité avec le brochet. Le brochet c'est cette couverture là, je la trouve absolument magnifique. J'ai envie de me faire un tatouage comme ça. Bref, je suis en train de divaguer. Nous arrivons bientôt à la fin avec la dernière carte qui est le 8 de denier. Et dans le 8 de denier, j'ai mis les mots-clés apprentissage, école, maître apprenti et formation. Alors oui, j'aurais pu mettre le manoir de Castle Cat, mais c'est ma lecture en cours donc ça ne rentre pas finalement dans le cadre du challenge. Par contre, j'ai positionné un roman qui va faire criser quelqu'un, ça j'en suis sûre et certaine. Mais j'ai mis aussi un manga, donc c'est Vampire Knight, le premier tome de Matsuri Ino. C'est publié chez les éditions I don't know, Panini Manga, voilà. Et c'est dans la version, ils ont appelé ça la Perfect Edition, je crois. Alors, soit il y a plusieurs tomes en un peu comme Demon Slayer ou Elfen Lied que j'ai aussi en version double édition. Donc là, je sais pas combien de tomes ça regroupe. Oh, j'ai un marque-page! Je vous jure, des fois je découvre des choses, je suis trop contente. Bref, c'est un des premiers animés avec Elfen Lied que j'ai regardé, donc ça remonte au collège pour ma part, donc il y a bien des années quand même. J'en ai un très bon souvenir de l'animé, c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi et j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'ils faisaient la réédition du manga. J'ai un petit peu sauté dessus en me disant bah vas-y, let's go, voir si ça peut toujours te plaire. Alors j'ai un petit peu peur que ça soit trop jeunesse, trop young adulte plutôt, voilà. Bon écoutez, c'est un petit côté nostalgique quand même. Et donc là on est dans une académie où les vampires et les humains se côtoient sans vraiment le savoir. Du moins les humains ne savent pas qu'il y a une école de vampires juste à côté de chez eux, parce que de mémoire, les vampires ont cours la nuit et les humains le jour. Voilà, pour eux ça semble ordinaire. Et il y a Yuki, la fille adoptive du directeur, qui connaît la vérité et il va se passer des choses. Au niveau des dessins, je trouve que c'est très typique de cette époque-là. Je trouve qu'on retrouve plus forcément des dessins de ce style-là aujourd'hui. Après, je ne lis plus vraiment de manga en ce moment, donc c'est pas forcément sur moi dont il va falloir se reposer. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les dessins. Et je vous en reparle bientôt parce que je pense que celui-là, je vais le lire. Je me suis mis en fait un manga, mais je pense que suivant ce que je reçois ou ce que je vais acheter, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus dans ma pile à lire parce que ça s'y un petit peu plus facilement et je suis sûre que je pourrais réaliser ce challenge et le réussir en tout cas en y mettant des graphiques. Pour le livre suivant, ça fait un moment que je dis Aurélie, faut que tu relises le premier tome, la partie 1, parce que tu n'as rien compris dans la lecture audio, t'as cru que des personnages étaient là alors qu'ils n'étaient pas là, donc on va relire La Guilde des Ombres, partie 1 de Anatrice. Et je sens que Johanna est en train de dire oui. Bref, si tu ne sais pas de quoi ça parle, La Guilde des Ombres, je ne vais pas te faire un résumé, je t'invite juste à aller voir la chaîne de Johanna, de la Citadelle de mes lectures, t'inquiète pas, tu cliques sur n'importe quelle vidéo, tu vas en entendre parler. Je vous jure, je voudrais vous faire un résumé, mais je suis en train de me dire, tu vas faire honte à Johanna, elle va te dire, mais Aurélie, qu'est-ce que tu es en train de résumer? Tu fais vraiment un résumé complètement foireux. On est avec une fille qui va se retrouver dans une école d'assassins, la Guilde des Ombres, et il va se passer tout un tas de choses. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je sens que je vais dire n'importe quoi. Si je suis motivée, je peux me dire que je fais le partie 1 et la partie 2 parce que pour que ça soit un seul et même tome, voilà, je m'embrouille un petit peu dans ce que je dis, mais bon bref, vous avez compris le principe. Et on arrive avec le dernier livre que j'ai mis dans cette pioche à lire pour le Tarot Books Challenge et il correspond à la carte du 3 de bâton avec Fun Family, Amitié forte et Quête de groupe. Et ce livre-là, à vrai dire, n'a jamais été autant approprié que pour ce challenge-là, puisque j'ai décidé de mettre Tarot de Caddy Edwards, du coup le tome 3 qui est le Trône de Sablier qui est publié chez Brajlon. Je suis fan de cette histoire et il y a un côté Fun Family qui est hyper présent et tellement touchant. Il y a une quête de groupe aussi et puis c'est quoi le dernier mot? Amitié forte. Bah voilà, ça correspond totalement en fait à l'univers, donc si je peux vous recommander de toute façon un livre pour cette carte là, c'est la saga Tarot, profitez-en pour découvrir. C'est un humour assez particulier qui va pas convenir à tout le monde, mais je pense qu'il y a moyen quand même de passer un très bon moment, surtout que ça rentre super bien dans le challenge finalement, parce que là on a les cartes de tarot qui sont personnifiées, qui sont des Atlantes et qui dirigent en quelque sorte la ville. On va y retrouver la tour, le pendu dans le deuxième tome et le trône du soleil qui est déchu, donc on va retrouver en fait Rune Saint-John qui est le dernier descendant de la cour du soleil du coup. Mais en tout cas, très hâte de poursuivre. Je voulais pas le lire tout de suite parce que je me disais le tome 4 n'est pas encore écrit. Je sais que ça peut être très douloureux d'attendre quand on aime énormément une saga, d'attendre la suite et de pas savoir quand est-ce qu'on va la voir traduite. Ça peut être un petit peu frustrant, donc voilà. Mais là je me dis que c'est l'occasion quand même, si je le lis pas pour le Tarot Books Challenge, ça serait quand même franchement dommage. Et voilà les arcanes, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que ça a pu vous donner des idées, peut-être pour votre propre pile à lire. En tout cas j'ai hâte de voir déjà vos vidéos. Je me répète mais du coup je tourne cette vidéo avec une semaine de décalage par rapport au jour où je la poste, donc j'ai pas encore pu lire vos retours sur le challenge. Mais en tout cas j'espère que tout ce qui se passe pour le Tarot Books Challenge vous fait plaisir. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, mais je n'en dirai pas plus. Bref, en attendant cette fameuse vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.